Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au Parlement européen à Bruxelles pour une nouvelle émission d'Europe Hebdo. Et dans cette émission, direction l'Espagne. Va-t-on vers l'interdiction de l'avortement dans la péninsule ibérique? Le choix de la chaîne parlementaire cette semaine, c'est de vous parler de cette loi qui pourrait limiter drastiquement l'avortement en Espagne. Projet adopté par le Conseil des ministres en décembre, juste avant Noël, et qui devrait être discuté au Parlement espagnol d'ici 2 mois. L'Espagne revient-elle 30 ans en arrière? Une loi anti-IVG qui annule la loi de 2010, celle-là même qui autorise l'avortement jusqu'à 14 semaines et même jusqu'à 22 semaines en cas de malformation du fœtus. Quelles seraient les conséquences de l'adoption d'une loi aussi restrictive pour l'avortement pour les femmes espagnoles? Que peut faire l'Europe? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Mais avant, un tout autre sujet. Qui sera le prochain président de la Commission européenne? Une nouvelle disposition qui est inscrite dans les traités est claire, nette et précise. Elle dit que le successeur de José Manuel Barroso sera nécessairement issu du parti qui aura gagné les élections européennes et qui auront lieu en France en mai prochain. Alors au niveau européen, les partis politiques s'organisent, on est en train de choisir son champion et à 4 mois du scrutin, ils sont nombreux, les champions. La bataille pour la présidence de la Commission européenne a commencé. Lui, il est à la tête de la Commission depuis 10 ans et son poste fait l'objet de toutes les convoitises. Le 1er novembre prochain, José Manuel Barroso cédera sa place après 2 mandats en tant que chef de l'exécutif européen. À gauche, le Parti socialiste européen a déjà tranché. Si cette formation arrive en tête des élections en mai prochain, ce sera l'Allemand Martin Schulz, actuel président du Parlement européen, qui prendra la tête de la Commission. Chez les Verts, l'eurodéputé français José Bové participe actuellement à une primaire. Au centre, le Belge Guy Verhofstadt sera le candidat des libéraux à la présidence de la Commission européenne. C'est un fédéraliste convaincu. Il prône la création des États-Unis d'Europe. À droite, enfin, au Parti populaire européen, la bataille sera rude entre le commissaire européen Michel Barnier, l'ex-premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker et le premier ministre polonais Donald Tusk. Alors question, verra-t-on un Français après Jacques Delors à la tête de l'exécutif européen? François Hollande pourrait soutenir la candidature du Français Michel Barnier, même s'ils sont de bords politiques différents. Idem pour Angela Merkel, de droite, qui pourrait soutenir la candidature de Martin Schulz, de gauche, mais allemand. Et oui, la bataille pour la présidence de la Commission européenne a ses raisons que la raison ne connaît pas. Alors nous a rejoint sur ce plateau José Bové, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé écologie Les Verts. On l'a vu dans le petit sujet, vous êtes vous-même candidat à la présidence de la Commission européenne. Mais chez les écolos, vous n'êtes pas seul. Il y a l'italienne Monica Frassoni, les allemandes Rebecca Harms et Franziska Schkeller. Chez les écolos, on organise une primaire. Comment ça se passe? Alors, nous allons élire 2 porte-parole de la campagne, et dans ces 2, un homme et une femme, sera choisi aussi, donc le candidat pour la présidence de la Commission européenne. On a essayé d'organiser quelque chose qui n'est pas facile, c'est-à-dire une consultation où chacun par Internet puisse voter s'il a plus de 16 ans et qu'il habite un des États, des 28 États de l'Union européenne. Donc c'est une consultation qui est ouverte. C'est la première fois qu'on fait ça, donc on va essuyer les plâtres, c'est évident. Je ne sais pas combien de gens vont voter, ça ne va pas être évident, parce que pour sécuriser, il faut voter, numéro qui arrive sur le portable, tout ça, c'est très compliqué. Mais en tout cas, on essaye d'ouvrir la question à tous les citoyens européens. Alors en quelques mots... Résultat, 29 janvier prochain, donc c'est dans une semaine. D'accord. En quelques mots, alors, quel sera votre programme pour convaincre, pour voter pour vous? Alors, je pense que d'abord, ce qui est important à dire, c'est que pour la première fois, les partis européens qui siègent au Parlement européen ont décidé de mener cette bataille pour qu'il y ait une légitimité de la Commission européenne. Et ça, c'est important. Il va falloir qu'on fasse pression ensuite sur les États. Parce que je ne suis pas sûr que les 28 chefs d'État et de gouvernement ont envie de partager avec le Parlement européen le choix de la présidence de la Commission. Mais si on veut qu'il y ait une légitimité à l'Europe, il va falloir le faire. Donc pour moi, ça c'est déjà le premier combat. Si je suis candidat à cette candidature, c'est d'abord pour donner de la légitimité à l'Europe. Pour qu'on ait une Europe qui soit légitime par rapport aux citoyens qui sont de plus en plus qui s'en éloignent. Donc là, ça c'est la question, la légitimité. Ensuite, la démocratie et la transparence. On ne peut pas continuer dans une Europe
où les conflits d'intérêts, les lobbies fonctionnent de la manière dont ils fonctionnent. Puis ensuite, il faut des projets. Comment ils fonctionnent les lobbies, en gros? C'est-à-dire qu'il y a une présence des lobbies très importante au niveau européen, ce qui est logique, puisqu'en fait, c'est au niveau européen que les choses se décident. Donc il faut sortir de ces conflits d'intérêts. La façon, on l'a bien vu sur l'énergie, sur le climat ces jours-ci, on voit très bien comment les grandes compagnies pétrolières, chimiques, du ciment font pression pour pas qu'on ait un objectif ambitieux de réduction de CO2. Là, c'est très clairement les lobbies qui sont en action. Donc il faut qu'on ait une Europe qui fonctionne dans l'intérêt des citoyens et qui soit capable de mutualiser l'énergie. On l'a dit, José Bové, le prochain président de la Commission sera issu du parti qui aura gagné les élections européennes qui se dérouleront en France le 24 mai prochain. Donc ça va jouer entre les sociodémocrates et le Parti populaire européen. Votre candidature, c'est quoi? Une candidature de symbole? Une candidature de principe? Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'au Parlement européen, et je ne crois pas que ça va vraiment changer de cette fois-ci, il n'y a pas un seul parti qui est majoritaire. Personne n'a 50% des sièges plus un. Donc, il va falloir discuter. Et on va discuter ensemble, entre l'ensemble des partis, et on verra bien comment on construit une candidature qu'on proposera au chef d'État et de gouvernement. Donc il y aura forcément un travail pour essayer de trouver une candidature commune qui sortira des différents candidats. Donc c'est un débat. Pour nous, ce qui est important, c'est de faire entrer la démocratie dans l'Europe. José Bové, si je vous dis Martin Schulz, vous dites quoi? Point négatif, point positif? Martin Schulz, je dirais, il y a des points positifs et points négatifs. Point négatif pour moi, Martin Schulz n'a pas été capable de résister à la pression des États dans le débat sur le budget et il a cédé. Et donc aujourd'hui, on a un budget ridicule au niveau de l'Europe. Je vous dis Michel Barnier, point positif, point négatif? Michel Barnier, je dirais régulateur, et en ce sens-là, c'est important au niveau européen que des gens aient envie de réguler. Pour autant, je ne suis pas sûr qu'il fasse le consensus dans son camp. Et la candidature Bové, alors c'est quoi l'originalité des écologistes dans ce jeu-là? Mais je crois que les écologistes, ont toujours défendu l'Europe. On l'a vu encore, Rebecca Harms était à Kiev avec les manifestants dans la rue pour défendre les droits et les fondamentaux de l'Europe. Ça, je crois que c'est la première chose. Deuxième chose, on n'aura pas de sortie de crise si on n'a pas un bouleversement complet, c'est-à-dire sur la question de l'économie, la mise en place d'une transition énergétique et donc des investissements européens. Donc on est pour une Europe beaucoup plus intégrée qui porte véritablement la sortie des crises. Personnellement, vous êtes battu pour rester dans le jeu. Vous serez tête de liste aux élections européennes? Alors moi, je suis déjà candidat dans le Sud-Ouest, tête de liste du Sud-Ouest de la France. Ça a été difficile, hein? On a essayé de vous évincer. Mais c'est toujours comme ça, hein. Je parie que c'est ça la politique. Donc voilà. Ça y est, c'est quoi, il n'y a pas de prime au sortant? Non, mais c'est que plusieurs personnes sont légitimes et après, voilà, il y a un choix qui est fait. Donc voilà, moi, maintenant, la campagne est lancée. Je suis candidat dans cette primaire. On le verra si je suis une des deux têtes de liste qui va être choisie le 29 janvier prochain. Et puis là, je viens d'une tournée à travers tous les pays européens. On était encore à Rome, à Londres, à Paris hier soir. Voilà. José Bové, alors une enquête récente montre l'extrême défiance de la société française vis-à-vis de l'Europe. 70% des sondés de cette enquête pensent qu'il faut renforcer le pouvoir de décision de la France, même si cela doit conduire à limiter les pouvoirs de l'Europe. Les Français sont tentés aujourd'hui par, plus que jamais par une forme de repli national. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire qu'en fait les gens ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Et je crois que beaucoup de choses qu'ils reprochent à l'Europe, en réalité, ils le reprochent à leur propre gouvernement. Donc il y a une défiance, on le voit dans le même sondage, vis-à-vis de la politique. En gros, les élus sont corrompus, les élus, en fait, ne font ça que pour eux-mêmes, etc., etc. Donc il y a un vrai problème du rapport des citoyens à la politique. J'ai l'impression que beaucoup d'élus... Par rapport à l'Europe, comment on peut changer ça, cette vision alors? Mais je crois qu'il faut d'abord repartir des choses... de repli. Il faut partir des choses concrètes. Comment l'Europe protège par rapport aux normes, par rapport à l'emploi. Aujourd'hui, par exemple, avec la Cour européenne des droits de l'homme, ce n'est pas les institutions européennes, mais c'est à côté. C'est un outil formidable pour défendre les droits et au contraire pour les élargir. Donc tout ça fait partie d'un jeu collectif. Or, aujourd'hui, on n'aura pas de solution
sans être capable de renforcer l'Europe, c'est-à-dire d'avoir une Europe plus intégrée, mais pour ça aussi plus transparente et démocratique. Merci José Bové d'avoir accepté notre invitation. Et maintenant, place au reportage. Le choix de la chaîne parlementaire cette semaine, c'est de vous parler de cette loi qui pourrait pratiquement interdire l'avortement en Espagne. Un projet adopté par le Conseil des ministres en décembre, juste un peu avant Noël. Un projet qui pourrait être discuté au Parlement espagnol dans 2 mois. La bataille entre partisans et opposants à l'interruption volontaire de grossesse s'annonce rude. Notre envoyé spécial Jean-Baptiste Daoula c'est parti voir de plus près comment ça se passe. Reportage. Au Parlement espagnol, une guerre de tranchées va commencer dans quelques minutes. Les députés sont encore en vacances, mais la gauche a convoqué une session en urgence le 14 janvier. Une manœuvre pour retarder la réforme de l'avortement du gouvernement de Mariano Rajoy. Retirez ce projet de loi aussi honteux que machiste que vous nous présentez. Vous vous entêtez à ne pas vouloir reconnaître l'évidence, ce que les médecins et les scientifiques constatent tous les jours. Derrière une grossesse, il y a une vie. Et derrière un avortement, il y a la fin de cette vie. En 2011, la réforme de l'avortement était dans le programme électoral du Partido Popular de Mariano Rajoy. Un projet très restrictif. L'avortement ne sera permis qu'en cas de viol ou de risque pour la santé de la mère. Pour avorter, la femme devra obtenir au moins 2 certificats médicaux différents. Complication supplémentaire, le médecin qui délivre le certificat médical ne doit pas travailler dans la clinique qui pratiquera l'avortement. ¿A qué sala le has mandado, Natalia? A la sala número 1. Genial. Un parcours du combattant à accomplir en moins de 14 semaines. Concrètement, il sera presque impossible d'avorter. Gracias. Ahora. Lo que hace es poner todo, habilitar Ce que fait ce projet, c'est imposer un ensemble de filtres et d'entraves pour que soit les femmes renoncent à se faire avorter, soit elles n'y arrivent pas avant la fin du délai légal. En 1985, la Clínica d'Ator a été le premier établissement à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse en Espagne. Aujourd'hui, les médecins craignent un retour des avortements clandestins. Il y a des études très claires de l'Organisation mondiale de la santé ou de revues scientifiques très prestigieuses comme The Lancet qui montrent que les pays qui adoptent des politiques restrictives ne font pas diminuer leur taux d'avortement. Elles ne font qu'augmenter la mortalité des femmes. En Espagne, l'avortement est pratiqué depuis 1985, mais il n'est complètement légalisé que depuis 2010. Un combat de plusieurs décennies pour cette figure du féminisme. Les femmes espagnoles, de toute classe et de toute condition sociale, voient bien que l'avortement n'est pas un droit que l'on a acquis pour toujours. Elles se rendent compte qu'elles doivent continuer à lutter. D'après un sondage, environ 80% des Espagnols sont contre la réforme de l'avortement. Mais le gouvernement Rajoy doit composer avec les plus traditionnalistes du Partido Popular, comme le Forum de la Famille, qui n'est qu'à moitié satisfait par la nouvelle loi. Il y aura toujours des millions de gens qui revendiqueront une défense absolue de la vie. Une fois que ce projet de loi aura été adopté, nous continuerons à lutter pour obtenir une nouvelle modification et aboutir à une loi qui protégera encore plus la vie. Le débat n'est pas fini. Un combat qui dépasse les frontières du pays. Paris, manifestation annuelle contre l'avortement le 19 janvier. Entre 16 et 40 000 personnes aux couleurs de l'Espagne. Et le patron du Forum de la Famille comme invité d'honneur. Nous sommes heureux que la France reprenne le chemin de la vie. La loi de Hollande est rétrograde et profondément injuste, aussi injuste que la légalisation de l'avortement en Espagne en 2010. Et comme l'Espagne aujourd'hui, la France peut adopter une loi qui protège les femmes et le droit à la vie. La délégation espagnole nous montre qu'on peut revenir sur une loi qui a été votée, une loi de société qui a été votée, et qu'il est possible de revenir pour faire une loi plus progressiste encore, qui est celle qui consiste à protéger les plus faibles et les enfants. On n'arrête pas d'entendre les hommes politiques dire qu'une fois qu'on a voté une loi
de société, on ne peut plus la changer. Mais l'Espagne nous montre le contraire. Voilà, c'est tout. Dans le viseur des traditionalistes, l'avortement, mais aussi le mariage homosexuel ou la procréation médicalement assistée. Des sujets sur lesquels il existe autant de règles que de pays européens. Voilà, c'était un reportage de Jean-Baptiste Daoulas. Nous avons été rejoints sur ce plateau par Inés Ayala Sander. Vous êtes eurodéputée espagnole du Parti socialiste européen. Bonjour. À vos côtés, Nicole Kilinsen. Vous êtes eurodéputée française du groupe Écologie Les Verts. Alors je tiens à préciser, mesdames, que vous deux, vous êtes contre cette loi anti-IVG. Nous avons essayé d'inviter des partisans de cette loi, des députés européens espagnols du PPE. Alors ils ont tous répondu non, ils ont tous trouvé quelque chose d'autre à faire. Comment vous expliquez ça, Inés Ayala Sander? On assume au niveau national, mais on n'assumerait pas au niveau à l'étranger cette loi contre l'avortement? Bon, je dois préciser qu'au sein même du PP espagnol, il y a un grand débat et il y a de plus en plus de voix qui sont contre cet avant-projet de loi que nous essayons d'arrêter parce que justement il va contre tous les éléments de progrès qu'on a réussi à avoir avec la loi de 2010 qui a lui-même réduit le nombre d'avortements en Espagne et qui a aussi, c'est une loi intégrale, qui se penche aussi sur l'éducation sexuelle et tout ce qui est dans la prévention. Alors justement, on est contre et ce qui est pour nous très important, comme c'était il y a des années qu'on n'aimerait pas devoir se rappeler, que l'appui et la réaction en Europe nous aide justement à bloquer cet avant-projet de loi avant qu'il devienne une loi contre la santé, contre la liberté et les droits des personnes et notamment aussi d'insécurité juridique pour les médecins qui normalement nous aident dans cet aspect. Alors Nicole Kilinsen, ce sujet de l'avortement vous tient particulièrement à cœur. Vous m'aviez raconté en coulisses que vous aviez décidé à l'époque de faire de la politique sur ce sujet bien précis, l'avortement. Racontez-nous. Absolument. Quand j'étais étudiante à la fin des années 60, une grossesse non désirée, le choix entre l'avortement clandestin avec tous les risques que cela comportait, ou bien ce que j'ai fini par choisir parce que j'ai réussi à collecter de l'argent auprès de mes amis, me rendre en Grande-Bretagne où j'ai pu avorter dans des conditions de sécurité. Et à partir de là, effectivement, j'ai compris qu'il fallait s'engager parce que sinon, c'était les autres, les hommes, beaucoup d'hommes à l'époque, qui décidaient pour moi, pour le plus intime finalement de ma vie. C'est quelque chose qui m'avait profondément marqué et c'est vrai que je suis assez désemparée de voir qu'il faut encore une fois se battre pour cette cause qui remonte à tellement loin. Enfin, on a l'impression vraiment que c'est une loi archaïque et je suis totalement solidaire avec les Espagnols évidemment dans cette lutte contre ce projet de loi. Alors on a un chiffre, le dernier en date, en 2011, 118 000 avortements pratiqués en Espagne. Quelles seraient les conséquences de l'adoption de cette loi restrictive pour l'avortement pour les femmes espagnoles? C'est quoi, des avortements clandestins? Oui, mais surtout, je dois encore rappeler que même dans ce chiffre, il y a déjà une réduction du 5% d'avortements dû à l'application de la loi de 2010 du gouvernement socialiste. Et c'est évident immédiatement, et ça m'a touché énormément, des reportages dans les médias français, dans des cliniques espagnoles, en interpellant des femmes qui devaient aller là. Si cette loi passait, alors voilà, mais c'est justement, quoi les conséquences? C'est immédiatement les femmes qui sont normalement maintenant sous la loi de 2010, ils ont déjà dit ce qu'ils avaient le peur de devenir, bon, premièrement, des avortements clandestins, parce que pas tout le monde, et surtout pas les plus pauvres, les femmes immigrantes, ils ne peuvent pas aller ailleurs et se payer un avortement via un voyage, même si aujourd'hui tout le monde semble voyager, mais ça veut dire qu'encore une fois, on tombera dans des avortements clandestins avec les risques immenses pour les femmes et même pour, pour le fœtus futur. Et deuxièmement, aussi la nécessité pour les autres d'aller avorter à l'étranger avec tout ce que ça comporte. Mais aussi l'énorme insécurité juridique par laquelle ils passent les docteurs, qui maintenant, ils sont l'égalité, qui risquent aussi de 3 à 10 ans de prison
pour le fait de pouvoir aider une femme sous des conditions incroyables, parce qu'il y a énormément de restrictions, notamment sur le choix libre des femmes qui sont adultes et responsables. Il y a ceux qui sont contre cette loi, il y a ceux qui sont pour cette loi, ceux qui veulent restreindre ou pratiquement interdire la possibilité d'avorter. Je vous propose d'écouter un député européen, espagnol, du PPE, et un député français de l'Assemblée nationale. On écoute et vous réagissez juste après. Il y a beaucoup d'Européens, beaucoup d'Espagnols qui ne se résignent pas à accepter la non-protection de l'être vivant, de l'être humain le plus vulnérable, qui est le fœtus. Ça n'est pas un acte anodin, ça n'est pas un acte sans conséquence, c'est un acte qui est très grave au sens du poids qu'il pèse dans la vie des hommes et dans la vie de toute la société. Et le fait de mettre fin à la vie d'un être humain, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ne doit pas être considéré avec légèreté. Voilà le député français qui dit c'est la démocratie, le parti majoritaire est contre les IVG, donc c'est normal. Hein, l'ancien ministre conservateur espagnol Oreja qui en est convaincu, les anti-avortements sont plus nombreux qu'on le croit. Ça vous inspire quoi, Nicole Killinson ? Non, mais ce n'est pas un acte anodin, je suis d'accord. Mais justement, c'est pourquoi la loi française, par exemple, introduit l'éducation à la sexualité, la prévention, la contraception et l'IVG. Et d'ailleurs, ces lois qui sont celles qui étaient en application en Espagne jusqu'à maintenant et la loi française montrent bien que le nombre d'IVG diminue. Donc je ne vois pas la justification de cette mobilisation, puisque grâce à une prise en compte globale de cette question, il y a une diminution des avortements, contrairement à ce que certains essaient de faire croire. Donc je crois que là, on assiste à une mobilisation des radicaux, de l'extrême droite, il faut le dire, et de certains coalisés avec des religieux extrémistes également, et qui veulent remettre en cause les droits acquis par les femmes depuis de nombreuses années et qui fondamentalement remettent en cause l'égalité entre les femmes et les hommes. Parce que ce dont il est question, c'est d'appliquer, de parvenir à une égalité effective en Europe entre les femmes et les hommes. Et l'égalité, elle passe par le contrôle, par les femmes elles-mêmes, de leur fécondité. Et tant qu'il n'y aura pas ce contrôle, eh bien, les femmes ne seront pas égales des hommes. Nous le savons. Donc c'est une attaque globale contre l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est très grave. Oui. Inès Mayor Oreja, il n'est pas d'extrême droite, c'est ancien ministre de l'Intérieur, il est conservateur et il dit qu'il ne faut pas s'attaquer au fœtus. Bon, mais en tout cas, c'est seulement M. Le Pen en Europe qui a appuyé la proposition de loi du PP espagnol. Et je devrais dire à M. Mayor Oreja que dans son groupe, il devrait premièrement convaincre une grande partie de ses coéquipiers au PP espagnol qui veulent ou bien qu'ils se paralysent directement cet avant-projet, ou bien qu'on donne un vote libre, un vote en conscience aux députés du PPE. Alors, c'est un élément très important pour eux. Mais en tout cas, je trouve que pour l'Espagne, on avait réussi justement à avoir un sujet qui ne crée pas de problèmes. Et il y a beaucoup d'autres problèmes beaucoup plus graves, dont c'est en plus paradoxal que les PPE maintenant met sous pression les femmes, et en plus les femmes les plus pauvres, parce qu'on revient en arrière, même au temps de Franco, où les avortements clandestins, c'était pour les femmes plus pauvres et les plus riches pouvaient aller ailleurs. Tandis que... L'avortement en Espagne, c'est pas 1985, c'était 1936, une loi révolutionnaire, je crois. Voilà, parce que c'était dans la Deuxième République. Qui s'est appliquée en Catalogne. Donc c'est quoi, l'Espagne, elle revient 30 ans... Oui, on revient au temps de Franco. Et comme je dis, on a besoin de la solidarité européenne, justement, pour essayer de bloquer, d'arrêter cette loi qui est paradoxale, parce qu'en même temps, le PPE est en train de restreindre tous les éléments pour les personnes les plus dépourvues, les restrictions dans les hôpitaux, dans l'éducation, dans la santé, dans les services sociaux. C'est le contraire. Ils voulaient demander pour la vie, mais ils ne sont pas capables de protéger la vie des gens qui vivent déjà. Au-delà des enjeux de santé, est-ce que ce n'est pas la liberté des femmes à disposer de leur corps qui est en jeu? Est-ce qu'on ne veut pas sanctionner un peu les femmes pour avoir eu une relation sexuelle non reproductive? Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Je pense qu'au niveau européen, l'Espagne tente, et j'espère qu'elle n'y parviendra pas, d'introduire une discrimination entre les citoyens et les citoyennes européennes. C'est
c'est inacceptable. Dans les traités européens, l'égalité entre les femmes et les hommes, elle est inscrite et depuis fort longtemps, depuis le traité de Rome. Donc je crois qu'il faut... C'est quoi, c'est un contrôle social de la sexualité des femmes? Absolument. Mais je pense que ce n'est pas gagné pour eux, parce que vous savez, les associations qui vont déposer un recours au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, nous les soutiendrons d'abord. Moi, je les encourage à le faire et nous les soutiendrons. Et je pense qu'elles peuvent l'emporter. Parce qu'on est là dans une situation qui est tout à fait en contradiction avec les droits fondamentaux tels qu'ils sont définis au sein de l'Union européenne. Écoutez, l'Europe, elle n'a pas trop ce mot à dire, c'est quand même une compétence exclusive des États. Je vous propose d'écouter cette femme, cette élue espagnole qui vous interpelle, hein, le secrétaire national à l'égalité, elle vous interpelle, mesdames les députés. On écoute et vous réagissez juste après. Avec ce projet, nous, les femmes espagnoles, nous serons exclues de l'Europe en ce qui concerne nos droits et nos libertés. Par conséquent, ce soutien de l'Europe est fondamental. Nous en avons besoin pour que soit retiré le projet de loi. Alors, mesdames, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau européen? Inès Ayala Sander. Bon, nous avons déjà eu un débat au sein du Parlement européen la semaine passée à Strasbourg. Un débat houleux, on l'a vu, avec des pancartes. Oui, mais qui a été, plutôt que houleux, a été très, très significatif parce que même au sein du PPE, du groupe PPE européen, les personnes qui ont parlé étaient justement pour appuyer les blocus de cet avant-projet de loi. Et je pense aussi que tout ce qui est la présence dans les médias du sujet et du débat, justement, en se demandant si l'Espagne fait un pas en arrière de plus de 30 ans, c'est aussi un élément très important qui fait réfléchir le gouvernement, le ministre de l'Intérieur. Et c'est pour cela que nous tenons énormément à que les femmes, justement, européennes nous aident. C'est Simone de Beauvoir qui disait en 1980, n'oubliez pas qu'il suffit d'une crise politique, économique ou religieuse pour que le droit des femmes soit remis en question. Est-ce qu'on n'y est pas là? Mais oui, bien sûr. Et je crois que les élections européennes qui s'annoncent dans quelques mois vont être importantes. Et il faut que les citoyens et les citoyennes prennent conscience de cela. Les droits des femmes, les acquis ne sont pas garantis. Il faut donc se mobiliser et bien évidemment envoyer dans ce Parlement des parlementaires comme nous qui défendront les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un des enjeux de ces élections européennes. Personnellement, Inès Ayala Sander, vous pensez que cette loi elle va passer en Espagne? Franchement. Bon, pour le moment, ça veut dire, moi, je pense qu'avec tout le support européen, des associations des femmes, la ministre des droits des femmes françaises, il y a des manifestations qui sont prévues, des manifestations à Bruxelles, qui sont en prévues, Espagne, qu'il y a eu déjà, comme on a vu à Paris, justement, ça nous aide énormément à montrer au gouvernement espagnol qu'on ne peut pas aller en arrière. 8 des 10 citoyens espagnols, ils sont contre ce changement de loi. 80% sont voilà, contre. C'est ça, 80% sont contre. Et même au sein du PP, comme je dis, ils demandent qu'on arrête cette loi. Au sein du PP, ça veut dire les collègues de M. Mayor Oreja. Alors, je trouve que, comme tu disais, justement, qu'il faut pour les prochaines élections avoir clairement envoyé au Parlement des personnes qui sont pour le futur, pour les progrès des droits humains et pour l'égalité homme-femme. Merci mesdames d'avoir accepté notre invitation. On suivra bien évidemment ce débat. C'est la fin d'Europe Hebdo. La semaine prochaine, vous retrouvez Nora Hamadi. En attendant, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Peu connue du grand public, elle pourrait occuper le poste clé et convoité de maire de Paris.